BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs Benaouda Abdedaïm, notre globetrotter, et Marjorie Adelson, notre bibliothécaire du jour. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr. Animateur depuis toujours de la rubrique livre, non depuis toujours j'exagère, de la rubrique livre d'Alternative économique. Il a tout lu, Christian Chavagneux. Jean-Marc Daniel, il a lu beaucoup aussi, puisqu'il est notamment le critique attitré de la Société d'économie politique, dont il est aussi le président, après avoir été, vous êtes toujours professeur émérite à l'ESCP, voilà. Business School. Alors, par quel livre on commence, les amis ? On va tout dire à nos téléspectateurs. La semaine dernière, quand vous avez choisi les livres pour cette semaine, Christian a dit « Jean-Marc, ton choix, c'est nul ». Et Jean-Marc a dit à Christian, ton choix, c'est pas de l'économie. Donc, je sais pas. Allez, on commence par votre choix, Christian Chavagneux. Une brève histoire du droit d'auteur par Jean-Baptiste Rendu et Richard Robert chez Flammarion. Il ne faut pas tout dire sur ce qu'on dit. Mais si, c'est intéressant de faire partager. Mais si, bien sûr que si. Et puis on va vérifier si on et on va voir. Et en gros, est-ce que Christian va vraiment penser que le choix de Jean-Marc était pas bon ? Et est-ce que Jean-Marc a changé d'avis sur le choix de Christian ? Donc, une brève histoire du droit d'auteur, tout est dans le titre. Ouais. C'est un livre, déjà, il faut se souligner que c'est un livre illustré, qui est assez joli. C'est ce qu'on appellerait un beau livre. Oui, c'est presque un beau livre, parce que c'est juste illustration, texte. Les illustrations ne sont pas toujours à propos, on se demande quelques-unes de ce qu'elles viennent faire là. En tout cas, c'est plaisant à regarder. Et donc, ça nous propose une brève histoire du droit d'auteur. On pourrait commencer au Moyen-Âge, par exemple. Au Moyen-Âge, n'importe quelle œuvre artistique vient de Dieu. Donc, le seul auteur possible, c'est Dieu. Et en plus, on est dans l'oralité. Et l'oralité, ça s'appuie sur le monde qui est autour, les autres histoires. Donc, une histoire n'appartient à personne. Qu'est-ce qui va tout changer ? L'imprimerie, bien sûr. À partir du moment où on peut écrire, où on peut reproduire, c'est d'abord les imprimeurs qui vont avoir le privilège du droit d'auteur. Et dès François Ier, il y a la nécessité d'une sorte de dépôt légal. Non pas que le roi veut s'assurer qu'il ait toute sa bibliothèque bien remplie, mais il veut bien sûr contrôler ce qui est imprimé pour voir s'il n'y a pas trop de choses qui sont désagréables pour lui. Donc, on va passer de siècle en siècle avec tous les grands débats du droit d'auteur. Donc, j'en prends quelques-uns au hasard. Au XVIIIe siècle, c'est tous les grands auteurs qui vont se battre pour avoir le droit, d'avoir la reconnaissance. Ce sont eux qui ont le droit d'avoir quelque chose. Donc, ça va finir avec une loi sous la Révolution française. Au 19e siècle, on va avoir des batailles d'économistes. Walras qui dit non, mais une œuvre artistique, c'est quelque chose qui doit être laissé au grand public de manière générale. Et Frédéric Bastiat qui dit non, attendez, c'est de la propriété sur quelque chose, c'est comme le reste de la propriété privée, ça doit être protégé. Donc, des batailles d'économistes. Pourquoi des batailles ? Parce que les techniques de reproduction se sont développées et il y a une bourgeoisie, une classe moyenne qui se développe, qui achète ces œuvres d'art, qui achète ces bouquins. Donc, il y a un gros marché qui va récupérer la main de ce marché. C'est là qu'on commence à avoir des auteurs payés au pourcentage des ventes. 20e siècle, alors là, il se passe plein de choses. On se retrouve avec Millet qui peint l'Angélus, qui vend ça à un architecte, qui revend ça à quelqu'un, qui vend ça aux musées nationaux. Le prix a été multiplié par 400. Pendant ce temps-là, la famille de Millet est dans la misère. Est-ce qu'on a le droit de mettre en place un droit de suite? Donc, c'est les débuts du droit de suite. C'est les débuts de la socialisation aussi. Oui, un artiste, il a le droit à une sécurité sociale un peu particulière et il a le droit aussi à être pris en compte. Ses intérêts sont pris en compte par des sociétés d'auteurs. Parce que quand quelqu'un va reproduire votre affiche au fin fond de la France, vous ne pouvez pas être partout pour savoir, voilà, etc. On va jusqu'au 21e siècle. Les GAFA qui utilisent ce que publient les journaux, les bouquins, et l'intelligence artificielle. Donc là, c'est le développement du droit voisin. Bref, on se fait siècle après siècle tous les grands moments de révolution technologique, en fait, qui vont impulser des révolutions dans le droit d'auteur. Et à chaque fois, c'est parce qu'il y a eu des batailles, des luttes, que ces droits d'auteur ont pu être développés. Alors, Jean-Marc Daniel, qu'avez-vous pensé de cette brève histoire du droit d'auteur ? Alors, sur la forme, effectivement, c'est un bel objet. C'est assez curieux, d'ailleurs, puisque le thème, encore une fois, c'est du droit, essentiellement l'évolution des textes juridiques. Et en face, il y a tout un tas d'illustrations. Donc, Christian l'a dit, il y a des fois, on se demande ce que ça fait là. Il y a des reproductions de tableaux de Chardin, en disant que c'était un personnage très important dans le monde artistique du XVIIIe siècle. Mais enfin, bon. Et donc, ce que j'ai trouvé intéressant... Votre monde. Oui, exactement. Donc, tout de suite, Chardin, Beaumarchais, c'est la partie où je vibrais, c'est la partie où j'étais ému. Mais après, effectivement, on passe au 19e puis au 20e siècle. Ce qui est intéressant, c'est effectivement ce que montrent bien les auteurs, ou l'auteur d'ailleurs, c'est le fait qu'au fur et à mesure que le temps passe et que la technologie évolue, la notion d'art, de production artistique, de production d'œuvres évolue. On a parlé du Moyen-Âge où c'était essentiellement des productions quasiment, et Christian l'a dit, orales. Il y avait très peu de parchemins. Il commence même à l'époque romaine, et où il dit
le plagiat, le mot plagiat, c'est purement simplement du vol, mais on a volé un texte, mais on en reste là, quoi. Il n'y a pas de véritable préoccupation parce qu'il n'y a pas de vrais enjeux. Et il explique bien que pendant très longtemps, de toute façon, l'auteur, tout le monde le connaît, tout le monde sait qui c'est. Personne ne sait lire, personne ne sait écrire, il y a quelques individus, donc l'auteur, on sait qui c'est. Donc forcément, il est protégé. Et puis après, on arrive à des périodes où alors, il y a la peinture, il y a la sculpture, il y a le cinéma, il y a le théâtre. Oui. Alors la partie sur Beaumarchais, effectivement, est à la fois intéressante, assez connue. C'est lui qui est à l'origine de la Société des auteurs, mais tout ça est assez bien raconté. Mais à la fin, ça devient quand même assez confus. Il y a des analyses des textes, des différents textes, des lois de 57, de la loi. Et il faut véritablement être passionné par la matière juridique pour s'impliquer. Donc, c'est un beau livre avec un beau passage sur le XVIIIe siècle. Comment pourrait-il en être autrement, d'ailleurs, sur le XVIIIe siècle. Et ça nous éclaire un peu sur ce qui va se passer avec l'intelligence artificielle. Pas vraiment. Non, ça lève les enjeux, mais ça ne dit pas quelles sont les solutions. Pas vraiment. C'est juste que la bataille n'est pas terminée. Exactement, oui. Alors, juste une dernière remarque. À un moment donné, il parle de Vigny qui défend la fille de Michel Sedaine pour ses droits d'auteur. Et donc, Vigny dit, vous vous rendez compte, quand on est la fille d'un tel écrivain, d'un tel auteur dramatique, on a des droits. Qui c'est qui est encore Michel Sedaine? Quel droit ça crée, effectivement, d'être le descendant d'un certain nombre d'auteurs? Donc, il y a aussi des choses qui meurent d'elles-mêmes. C'est ça qui est intéressant. Mais il n'y a qu'une vérité, c'est la vérité du prix. Christian le dit, quand une œuvre vaut 400 fois plus cher. Oui, ça c'est une œuvre picturale, mais le théâtre de Michel Sedaine, maintenant... aux héritiers de faire valoir leur droit. Oui, il y a des droits qui meurent d'eux-mêmes. En fait, il n'y a pas que la loi. Ce que montre le texte aussi, c'est qu'il n'y a pas que la loi, quand même. Allez, on passe à votre choix. Jean-Marc Daniel, le livre de notre confrère Christophe Barbier, Peuple de colère. Oui, aux éditions Fayard. Peuple de colère, donc aux éditions Fayard, peuple au singulier et colère au pluriel. Alors le peuple en question, c'est la France, c'est le peuple français. Ce que dit bien d'ailleurs Christophe Barbier au début, c'est que dans tous les pays, il y a eu des révoltes, il y a eu des émeutes, il y a eu des mouvements d'insurrection, mais en France, il y a une sorte de permanence. C'est-à-dire, il y a des périodes extrêmement tendues en Angleterre, en Allemagne. En France, c'est pratiquement tout le temps. Et alors, il essaie de décrire ça sous forme de colère. Il dit quelles sont les origines de ces colères. Et d'abord, sur la forme, c'est remarquablement bien écrit. C'est-à-dire, c'est dans un français très pur. Il n'y a pas d'impacté. On est concerné, on n'est pas impacté. Les problèmes sont intérieurs, ils ne sont pas domestiques. Les solutions sont accessibles et pas atteignables. Enfin, c'est dans du français. Et donc là, je trouve ça extrêmement agréable. Bon, allez, et ensuite, le deuxième point, c'est qu'il évoque énormément d'événements qu'il essaie de classer. Il y a des révoltes fiscales, il y a des révoltes plus politiques, il y a des révoltes qui sont liées autour des paysans, les Jacques et tout ça. Donc, il fait une sorte de liste. C'est un peu une avalanche. On en reçoit beaucoup sur la tête. Et ce qui est intéressant, c'est la conclusion qu'il en tire. C'est-à-dire, il en tire une conclusion en disant d'abord que ça a assez peu débouché sur la révolte, a assez peu débouché sur des révolutions. Et même quand elle est arrivée à une révolution, comme en 1789 ou en 1848, à la fin, ça se termine par Thermidor puis Bonaparte en 1789, par Cavaignac puis de nouveau Bonaparte en 1851. Et donc, il dit finalement, le révolté est plutôt assez perdant. La deuxième chose qui m'intéresse, c'est que le révolté était violemment réprimé autrefois et on s'est civilisé. Maintenant, le révolté, même si on a dénoncé la façon dont avait été traité le mouvement des Gilets jaunes, il dit ça n'a rien à voir avec ce qu'on faisait sous Charles VI ou à l'époque la révolte des Lustucru ou des Pitot. Puis la troisième conclusion, ce qu'il dit, c'est que finalement la révolte, elle est noyée dans l'État-providence et Netflix, c'est-à-dire que et dans la société de loisirs. C'est-à-dire qu'on va continuer à avoir des révoltes, mais elles seront de plus en plus anodine, de plus en plus. Alors, donc, ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer cette colère, mais ça veut dire que finalement, c'est un peu ritualisé, c'est pas aussi inquiétant que ce qu'on pourrait essayer de nous faire croire. Alors, c'est un livre très agréable à lire. C'est un livre qui aurait peut-être mérité, à mon avis, d'être aller un peu plus loin dans un certain nombre de détails ou dans un certain nombre de propositions. Christian Chavagneux, qu'avez-vous pensé de ce livre? Il faudra expliquer à Gabriel Attal que les révoltes des agriculteurs, il n'a pas besoin, c'est tout à fait anodin et qu'il peut regarder sa série Netflix. Ce sera intéressant que Christian Barbier lui explique. Déjà, il y a pas mal de trous dans la raquette. Et les révoltes contre l'esclavage du XVIIIe siècle et contre les puissances coloniales au XXe, mais elles ont marché, celles-là, tiens. Ça, c'est bizarre, mais il n'en parle pas, mais celles-là, elles ont marché. Les révoltes des jeunes contre la conscription sous l'Ancien Régime. Et mai 68. Quand même, dans les peuples de colère, mai 68, c'est un petit peu quand même, on aurait cru qu'on allait avoir un peu plus de temps pour mai 68. Jean-Marc l'a bien dit, l'auteur commence par nous dire pourquoi est-ce qu'il fait un livre sur les révoltes, parce que c'est dans l'ADN national.
Ah bon, parce que dans les autres pays, il n'y a pas de révolte. Bah si, 20 pages plus loin, il nous dit oui, dans les autres pays. Mais la France est très particulière parce qu'il y a des révoltes souvent. Dans les autres pays, il n'y a pas de révoltes souvent. Jean-Marc? Bah oui, comme vous dites, il faudra au moins qu'il nous... C'est ça, exactement. C'est une belle phrase, mais il faudra au moins qu'il nous le démontre. En 1848, il n'y a pas qu'en France que ça a explosé. Bon, mais il n'y a pas qu'en 1848. Et en 1789, ça avait commencé. Et voilà, donc est-ce que la continuité, je pense qu'il y en a aussi ailleurs. Donc c'est pas typiquement français. Mais passons, regardons ce que l'auteur nous dit sur la révolte. Là où je suis d'accord avec Jean-Marc, c'est quand il nous raconte certaines révoltes sur l'historique, c'est quand même une superbe plume. On est plongé dans les histoires et puis on suit l'histoire. Mais tout d'un coup, vous vous retrouvez avec une phrase comme quoi en France, il y a trop de congés payés, les 35 heures, c'est pas bien. Vous demandez ce que ça vient faire là. C'est dommage qu'il y ait ces petites ces phrases où l'auteur croit nous tirer des grandes leçons générales, alors qu'il se serait contenté de nous dire, je vais vous raconter, j'ai une belle plume, je vais vous raconter plein de révoltes françaises, à vous d'en tirer les conclusions, parce que là, franchement, les révoltes contre les impôts, par exemple, c'est un grand classique. On a l'impression que c'est des révoltes contre le niveau des impôts, mais c'est aussi des révoltes contre l'injustice fiscale. Quand l'auteur nous dit Louis XIV, il faisait payer ses rayons par ses sujets. Ben non, le problème c'est que tous les sujets ne payaient pas, et c'est les plus privilégiés qui ne les payaient pas. Donc les révoltes, c'est aussi les révoltes contre l'injustice fiscale, les révoltes contre la gabelle, mais c'est pas seulement le roi contre les producteurs de sel ou ceux qui vendaient le sel. Entre deux, il y avait des fermiers généraux qui détournaient un peu. C'est de manière étonnante. Jean-Marc n'a pas insisté sur le chapitre qui nous parle de Turgot, qui nous explique que la libéralisation du prix du blé a créé de la spéculation, d'augmentation des prix et donc des famines, et que c'est de là, nous dit l'auteur, que vient que les Français sont anticapitalistes et n'aiment pas les économistes. Déjà, les Français sont anticapitalistes, il faudra le démontrer. C'est pas les deux sondages de la Croix qui sont cités qui permettent de le dire. Et je pense que Jean-Marc a bien apprécié le fait que c'est de là que dans notre conscience collective de bons Français vient du fait que nous n'aimons pas le libre-échange et les économistes. Vous parlez des trous dans la raquette, Christian, mais en fait, moi j'avais l'impression qu'il avait pris le problème un peu à l'envers. Au contraire, c'est qu'en fait, il nous racontait des révoltes dont il avait l'impression que ça résonnait un peu avec quelques événements récents qu'on a pu vivre en France. Pas genre les gilets jaunes. Il y a des clins d'œil, oui. Oui, il y a des moments où il dit effectivement la révolte, c'est donc pour les bonnets rouges. Il parle effectivement de la révolte des bonnets rouges, 1675. Et puis après, il y a les Ségolène Royal, les portiques et tout ça. Mais non, c'est pas connecté immédiatement à l'actualité. Merci beaucoup, messieurs. Allez, c'est l'heure de retrouver notre bibliothécaire qui nous retrace l'histoire des métropoles. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Et on retrouve notre bibliothécaire, Marjorie Adelson. Bonjour Marjorie. Bonjour Emmanuel. Marjorie, journaliste à BFM Business. Marjorie, vous nous emmenez aujourd'hui flâner dans l'histoire des villes. Avec exactement. Métropolis, de Ben Wilson. C'est un livre qui est sorti en anglais en 2020 et il a tellement cartonné qu'il a été traduit dans une quinzaine de langues. Et là, il vient tout juste de sortir en français. Ben Wilson retrace en fait l'histoire d'une douzaine de villes. Alors ça va de Uruk en Mésopotamie en passant par Paris, Londres, Alexandrie. Et l'auteur en fait nous explique l'impact que ces villes ont eu sur l'humanité tout entière. Alors Ben Wilson, pour le présenter rapidement, Marjorie. C'est un historien anglais. Il a déjà publié plusieurs ouvrages, dont un très remarqué qui s'appelle What Price Liberty, pour lesquels il a obtenu de prestigieux prix. D'accord. Alors, le premier intérêt de ce livre, c'est qu'il nous explique à quel point la ville a été un facteur de progrès, en fait. Oui, que ce soit Londres, Uruk ou encore New York, chaque ville a sa propre histoire, mais toutes, en fait, ont dû inventer à leur échelle le vivre ensemble. Et c'est justement ce vivre ensemble qui a permis de partager des savoirs. L'auteur montre, par exemple, que la ville est le siège de nombreuses inventions. L'écriture à Uruk, le début de la spéculation boursière dans les cafés à Londres au 19e siècle, ou encore le commerce à Bagdad. Et alors Wilson, ce qu'il explique, et c'est ça vraiment qui est très intéressant, c'est que dès qu'une ville prospère, c'est parce qu'il y a une interaction entre ce qu'il appelle la cité formelle et la cité informelle et non officielle, c'est-à-dire qu'en gros, il faut que la ville laisse une place à une sorte de bazar d'expérimentation qui par la suite devient féconde. D'accord. Et alors effectivement, ce qui est aussi intéressant dans l'ouvrage, c'est de voir la capacité des villes
finalement à muter, à se transformer en permanence. Oui, ça se voit particulièrement avec les épidémies, par exemple, au 19e siècle, que ce soit la peste ou le choléra. Eh bien, ça a impacté tout l'urbanisme en Europe. À Paris, par exemple, le baron Haussmann a élargi les rues pour éviter la contamination. Le Corbusier s'est inspiré des sanatoriums pour révolutionner l'habitat. On pourrait aussi parler plus récemment de l'immigration latino-américaine qui a complètement changé l'urbanisme à Los Angeles. Et donc, ce qui est fascinant, en tout cas, c'est de voir justement à quel point eh bien, les villes sont mouvantes. Oui, et la question c'est à quel point aussi les villes vont fasciner bien sûr, mais vont façonner le monde de demain, puisqu'on sait par exemple qu'il y a un lien entre l'urbanisation et le ralentissement de la démographie. Qu'est-ce qu'il nous dit sur les villes du futur et que disent les villes sur notre futur? Déjà, les villes dans le futur, ça va être un enjeu qui va être énorme parce que déjà en 2050, 2/3 de la population mondiale vivra en ville. Donc ce livre, il a une résonance particulière. Ça veut dire aussi qu'il faudra continuer à lutter contre le réchauffement climatique avec une population qui sera encore plus dense et que donc eh bien, tout est encore à réinventer. Et ce qui est passionnant dans l'ouvrage, c'est qu'on comprend que les changements viendront majoritairement des habitants et de leur dynamique plutôt que des technocrates et d'une décision comme ça imposée. Merci beaucoup Marjorie. Eh bien lui aussi, ça y est, il est arrivé en ville. Benaouda Abdeldaïm, notre globe-trotteur qui va nous entraîner lui aussi avec sa moisson d'études aux 4 coins de la planète. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Cher Benaouda, bonjour. Bonjour. Benaouda, on commence avec un travail sur une donnée cruciale de l'avenir de la planète dans les 50 prochaines années, le capital humain de la Chine. En 2023. Alors, c'est un document annuel chinois que sort depuis 15 ans maintenant le Centre de recherche sur le capital humain et l'économie du travail. Et il a été l'objet d'un symposium international en Chine très remarqué le mois dernier en présence d'universitaires nord-américains, asiatiques, chinois bien entendu. Li Haicheng et ses co-auteurs établissent que la main-d'œuvre chinoise est certes davantage instruite depuis ces 15 dernières années. Ouais. Mais elle perçoit moins de revenus. Ils ont scruté les données de la population active entre 1985 et 2021. Il y a désormais un rendement marginal, un gain pour parler clairement, décroissant pour chaque année supplémentaire de scolarité. Là où le nombre moyen d'années d'éducation du personnel en zone urbaine chinoise est passé d'un peu plus de 8 ans à près de 12, en zone rurale, c'est passé de 5,5 à un peu plus de 9. Et pourtant, cela paye pour ainsi dire, de moins en moins de rester une année de plus à l'école, en particulier pour une femme dans une ville. Mais même pour un homme dans une ville, cela se tasse. À la fin des années 2000, chaque année d'études supplémentaires permettait de gagner 8,5% de plus. Ouais. Alors qu'en 2020, cette hausse annuelle est descendue sous le seuil des plus 6%. Le professeur Li explique qu'il n'y a là rien d'anormal, historiquement, car tel est le lot de toute économie dont la population voit son niveau d'éducation globale progresser avec régularité. Ces courbes qui se resserrent ont aussi pour incidence, pour nous dire involontaire, de réduire les disparités de revenus. De ce fait, les inégalités sont moins importantes en Chine. En parallèle, la croissance du capital humain chinois tend à décélérer, série de statistiques publiques à l'appui. En toute logique, le recul de la part de la jeunesse contribue à affecter ce capital national formé de la somme globale des compétences et aptitudes de la main-d'œuvre. Et l'essor technologique de la Chine, fulgurant, extraordinaire, ne parvient plus vraiment à compenser ce vieillissement de la population. Direction l'Amérique latine, Benaouda, que nous apprenne la dollarisation de l'Équateur et de l'ensemble de l'Amérique latine. Ce pays sud-américain actuellement est plongé dans l'actualité internationale depuis le début du mois en un état officiel de conflit interne qui oppose l'ensemble de la force publique, armée comprise, aux gangs du narcotrafic. Mais ce n'est pas de cela dont il est question ici, mais de l'expérience historique qu'a mené l'Équateur d'arrimage total à la devise américaine et qui pourrait servir, nous dit l'auteur, de modèle à l'Argentine du libertarien Javier Milei. Un universitaire colombien qui a également enseigné au Guatemala a rédigé ce plaidoyer. Il s'appelle Daniel Reisbeck. La dollarisation en Équateur constitue une expérience de politique publique la plus importante, selon lui, en Amérique latine des 25 dernières années. Il se prévaut d'un taux de satisfaction des Équatoriens à cet égard de
plus de 90%. Pour l'auteur, le citoyen équatorien perçoit des bénéfices palpables du dollar comme monnaie nationale entre guillemets, de manière infiniment supérieure aux désavantages théoriques, je cite toujours, qui, selon lui, viennent surtout d'auteurs nord-américains ou européens qui n'y connaissent pas grand-chose à l'Amérique latine, d'après lui. Alors, le 10 septembre 2000, les Équatoriens, rappelons-le, ont été invités à venir échanger leur sucre, leur monnaie nationale, contre de l'argent américain, au taux de change fixe de 25 000 sucres pour $1. Renoncer à la souveraineté monétaire a permis de maîtriser les taux d'intérêt, les taux d'inflation, y compris, c'est très intéressant, durant une décennie de politique budgétaire très expansionniste. Et si la croissance économique n'a pas suivi, la faute n'incombe pas à la dollarisation en tant que telle. L'universitaire colombien soutient même que cela a servi de police d'assurance durant la période 2007-2017, où il y a eu une hostilité radicale du gouvernement d'alors, celui de Rafael Correa, au mécanisme de l'économie de marché. Si l'expérience venait à être reproduite efficacement en Argentine, du fait de la taille de son économie, de son influence culturelle, écrit-il, d'autres suivraient pour qu'un jour peut-être le dollar devienne à l'Amérique latine ce que l'euro est à l'Europe, c'est-à-dire le moyen d'échanger, de créer de la prospérité et de la richesse, toujours d'après ce chercheur colombien. Passionnant. Benahouda, escalade des tensions entre l'Éthiopie et la Somalie avec l'enjeu du débouché sur la mer. Oui, l'Éthiopie, deuxième population d'Afrique après le Nigeria, après celle du Nigeria, est enclavée depuis 1993 et sa partition avec l'Érythrée. Et Addis Abeba cherche à présent à tout prix à récupérer un accès territorial maritime au nom de son développement économique, de son développement commercial. Les autorités séparatistes du Somaliland entendent le lui octroyer et la Somalie le lui dénie. Le chercheur Mahmoud Zakaria, pour le centre MIR basé à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, explique ici les tenants et les aboutissants. Le Premier ministre éthiopien, en octobre dernier, a évoqué un droit naturel vers la mer Rouge. Son économie dépend largement du port de Djibouti pour son commerce extérieur et pour ses importations, moyennant des frais globaux exorbitants, pratiquement jusqu'à 2 milliards de dollars par an, ce qui absorbe donc une partie très importante des recettes d'exportation tournées pour moitié vers l'Asie. Il s'agit de café, de légumes, de cuir, de métaux, d'habillement, mais aussi, nous dit l'auteur, de nouvelles pièces industrielles, notamment pour l'aéronautique. Et Addis Abeba s'est tourné alors vers la Somalie, qui dispose de plusieurs ports sur le golfe d'Aden, donc vers l'océan Indien. Le ministre somalien des Affaires étrangères a exprimé le refus d'en céder la jouissance. Alors le gouvernement éthiopien s'est adressé au Somaliland séparatiste. Un accord a été passé très récemment pour 20 km de littoral en location de longue durée, en leasing, et la perspective surtout d'une reconnaissance diplomatique pour un État du Somaliland, entre guillemets. Pour l'auteur, l'Éthiopie entend se positionner ainsi comme seule puissance régionale de la Corne de l'Afrique, et cela depuis au moins 2006 en fait. Elle a compté, y compris sur une aide de la France, nous signale-t-il, pour rétablir une force navale, c'était en 2018. Mais à présent, l'escalade des tensions, selon la formule consacrée avec la Somalie, pourrait avoir de nombreuses répercussions extrêmement dommageables, dont l'ouverture d'opportunités stratégiques pour l'organisation islamiste somalienne Al-Shabaab, qui accuse Addis Abeba de velléité d'annexion. Al-Shabaab qui proclame non aux croisés éthiopiens. L'Égypte vient d'apporter son soutien très marquant à Mogadiscio face aux revendications portuaires de l'Éthiopie. Le bord du gouffre est proche, d'après Mahmoud Zakaria. La sonnette d'alarme est donc tirée. Merci beaucoup, Benahouda. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Christian Chavagneux, quelle est votre ultime sélection pour aujourd'hui ? Alors, un livre dont le titre est Spicilège, Beaux-Arts de l'art Faber. Donc vous n'avez rien compris. Spicilège, c'est un recueil. Ouais. L'art Faber, c'est toutes les représentations artistiques du monde du travail et du monde économique en général. D'accord. C'est un livre, vraiment un très beau livre, un livre superbe, couverture de velours, des magnifiques reproductions essentiellement de tableaux, un peu de sculpture, mais essentiellement de tableaux. Tout ça mis en contexte. Et donc vous avez un livre magnifique qui est une entrée pédagogique, une autre façon de lire l'histoire du capitalisme français et étranger, une autre façon de lire l'histoire économique, c'est absolument magnifique. Et pour 35 €, pour un livre très épais, je trouve qu'en plus l'éditeur Actes Sud a fait un très bon travail. Eh bien, merveilleux.
Jean-Marc Daniel, votre choix? Alors moi j'ai choisi le dernier livre de Marc Fiorentino avec Gauthier Maes aux éditions Robert Laffont. Ça s'appelle Le guide pour sauver votre retraite et tout est dans le titre. Hein. Donc le livre rappelle l'état des lieux en termes de retraite, y compris la complexité du système malgré les simplifications des dernières réformes. Et puis il donne quelques conseils et à la fin il il répond à des questions qui ont été posées soi-disant aux deux auteurs. Bon, le conseil le plus simple, il y a deux conseils qui sont assez évidents, c'est essayer d'être propriétaire de votre appartement quand vous atteignez l'âge de départ à la retraite, comme ça vos frais de logement seront couverts. Et la deuxième chose, prenez un PER, ça ne peut pas faire de mal pour compléter les retraites des systèmes qui sont les systèmes publics actuels en vigueur. Alors c'est très pratique. Oui, c'est surtout ça moi que j'ai trouvé. Oui, c'est très pratique. En fait, quand on n'y commet rien, voilà, c'est quand même extrêmement bien fait. Et il explique régime par régime, quels sont les enjeux, quelles sont effectivement les possibilités offertes. Non, c'est pratique, intéressant et bien écrit. Voilà, notre ami Marc Fiorentino que vous retrouvez dans C'est votre argent. Et alors qu'il fait feu de tout bois, puisqu'il ressort aussi, je crois, sa finance pour les nuls. Absolument. Voilà, donc écoutez, si vous êtes fan de Marc Fiorentino, vous ne manquerez pas de livres. Moi, j'ai choisi de vous parler du dernier livre d'Alessandro Giraudot. On a déjà parlé de ses livres ici, parce qu'il a fait plein de livres sur l'histoire des matières premières. Alors lui aussi, il raconte quand même extrêmement bien toutes ces histoires. C'est un des nombreux livres préfacés par Jean-Marc Daniel, qui sort cette... Vous faites combien de préfaces par an, Jean-Marc Daniel? Oui, j'en fais vous êtes 4... très sollicité quand même. Oui, je suis très sollicité. Vous êtes bankable, en fait. Je ne sais pas, en tout cas, je suis très sollicité et je ne donne pas systématiquement une réponse oui. Donc, si je l'ai fait dans ce cas-là, c'est parce que je trouve que le texte est intéressant et l'auteur est particulièrement brillant. Mais vraiment, c'est une mine d'histoire géopolitique, économique, de références mythologiques, de curiosité. Ça se lit vraiment extrêmement bien. Je vous lis juste un petit chapitre, enfin un petit passage. Cléopâtre maquillait ses yeux avec le même antimoine qui a permis de soigner le typhus de Louis XIV, mais qui a eu pour conséquence de le rendre chauve. Il est aujourd'hui utilisé comme ignifuge dans les sièges des avions. Voilà, donc il raconte, il vous fait toute une histoire sur... c'est plein de fresques, c'est absolument passionnant. Géopolitique, économie, histoire et anecdotes par Alessandro Giraudot, VA Édition. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bonne lecture.